Sors d'ici. Tu n'as rien à faire ici. Le poing de Brad Morrison frappa le visage de Sam Washington. Le vétéran de 72 ans recula, étourdi. Le café se renversa au sol. Des pièces roulèrent partout. « Connais ta place, vieil homme », cracha Brad, dominant Sam de toute sa hauteur. Sam porta la main à sa joue brûlante. Son pins du drapeau américain scintillait sous les lumières. Le dîner se figea dans un silence pesant. Tous les téléphones sortirent. Les enregistrements commencèrent. La scène semblait simple. Un harceleur raciste s'attaquant à un vieil homme noir apparemment sans défense. Cardigan usé, petite pièce comptée, cible facile. Mais c'était une erreur de jugement. Sous ce cardigan se cachait une purpelate. Dans son téléphone se trouvait un contact, James, directeur de la sécurité intérieure. Maria, la serveuse, connaissait la vérité. « Cet idiot n'a aucune idée », murmura-t-elle. Sam sortit son téléphone. Ses mains ne tremblaient pas. La discipline militaire ne s'efface jamais. Brad Morrison venait de gifler le père de l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Une intervention fédérale n'était qu'à un appel. Ce harceleur allait bientôt découvrir ce que le vrai pouvoir signifiait. 30 minutes plus tôt, le dîner de Murphy bourdonnait de l'énergie typique d'un mardi matin. La vapeur s'échappait des cafetières. Les agriculteurs locaux remplissaient les tables d'angle, discutant du prix des récoltes et des prévisions météo. L'odeur de bacon et de pommes de terre sautées embaumait l'air de Millbrook, petite ville de 3847 habitants où tout le monde croyait connaître tout le monde. Sam Washington poussa la porte vitrée à 7h30 précise, comme chaque mardi depuis 3 ans. Sa routine ne variait jamais. Café noir, pain complet, pièces comptées avec soin depuis son portefeuille en cuir usé. L'homme âgé avançait avec une dignité tranquille, son cardigan bleu marine marqué par le temps mais toujours impeccable. Maria Santos, la serveuse latina, leva les yeux et sourit. Elle connaissait sa commande par cœur depuis longtemps. « Bonjour, monsieur Washington. » Comme d'habitude ? « Merci, Maria. » Elle servit son café sans demander comment il le prenait, noir, sans sucre, sans crème. Un homme simple avec des besoins simples, du moins pour les observateurs. Mais certains détails passaient inaperçus. La façon dont Sam s'asseyait dos au mur, scrutant les sorties. La manière précise dont il pliait sa serviette. Son pins du drapeau américain et celui de l'American Legion, placés avec une exactitude militaire. Son téléphone vibra. Un message. « Papa, grosse réunion avec le cabinet aujourd'hui. Je t'aime, James. » Sam sourit et répondit lentement, un doigt sur l'écran. « Fier de toi, fils. Sois prudent. » De l'autre côté du dîner, Brad Morrison était installé dans son coin habituel, scrollant sur les réseaux sociaux. Son uniforme de chantier était propre pour l'heure matinale, mais son attitude était déjà sale. Depuis 2 ans, il fréquentait Murphy S depuis l'arrivée de nouveaux habitants dans la ville. Les mouvements de Sam l'irritaient, comptage méticuleux des pièces, salut poli aux clients, discrétion absolue. Chaque détail semblait l'exaspérer. « Je ne sais pas pourquoi il laisse n'importe qui entrer ici de nos jours », murmura Brad à son compagnon de table. Les autres clients le regardèrent à peine, mais Maria serra la mâchoire en remplissant les tasses. Elle avait observé ce comportement pendant des mois. Commentaires de plus en plus audacieux, agressivité croissante, blagues de moins en moins drôles. Elle avait envisagé d'avertir son manager, mais Brad était un client régulier et généreux en pourboire. L'argent pesait plus que la dignité dans ces dîners de petite ville. Dehors, Tommy Carter, étudiant en journalisme, installait son matériel pour documenter la vie authentique d'une petite ville américaine. Il avait choisi Murphy S Dîner pour son ambiance intemporelle. Il ajusta son objectif et ses niveaux audio, sans savoir qu'il allait filmer un événement qui atteindrait bientôt les plus hautes sphères du gouvernement américain. La caméra de surveillance au-dessus de la table de Sam clignotait. Installée 6 mois plus tôt à la suite de vols mineurs, elle allait s'avérer essentielle. Le téléphone de Sam vibra à nouveau, une alerte sur le financement fédéral des forces de l'ordre rural. Il lut, puis effaça le message. Les habitudes de son fils l'avaient influencé au fil des années. Brad Morrison, impatient, se leva. Sa cible, Sam Washington, l'exaspérait depuis 15 minutes. Chaque mouvement calme de l'ancien faisait bouillonner son sang.
Il traversa le dîner d'un pas lourd, attirant tous les regards. Sam leva les yeux. Brad se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, montre chair scintillante. « Bonjour », dit Sam poliment. « On dirait que tu es bien à l'aise ici », dit Brad assez fort pour que tous entendent. Bien à l'aise pour quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Le dîner retint son souffle. Fourchette suspendue dans l'air. Maria rapprocha son téléphone. « Je suis juste venu prendre un café, je ne dérange personne », répondit Sam calmement. « Tu te trompes », répliqua Brad en se penchant. « Ta présence nous dérange, beaucoup de bonnes personnes. » Sam tenta de partir, mais Brad frappa la table. Le café éclaboussa, les pièces tombèrent. « Monsieur, s'il vous plaît, dit Samedi. Je ne veux pas d'ennui. »« Ennui !» Brad rit sans humour. « Vieil homme, c'est toi l'ennui. Tout le monde t'admire, toi tu fais comme si tu possédais cet endroit. » Maria enregistra enfin. Rodriguez, le chef des pompiers, hésitait à intervenir. Sam se leva lentement, port militaire visible malgré l'âge. Son attitude fit reculer Brad. Mais ce dernier n'en avait pas fini. Il se plaça devant la sortie. « Tu ne pars pas avant que je le dise. » À 7h52, Tommy Carter fit un zoom, reconnaissant l'importance de la scène. Sam était pris au piège entre la table et la masse de Brad, tandis que chaque mot était filmé. Une gifle retentit soudain sur la joue de Sam. Avec une violence brutale, le bruit résonna dans le dîner comme un coup de fouet. La tête de Sam se retourna, son pins aux couleurs du drapeau américain scintillant sous la lumière tandis qu'il vacillait. Silence complet, puis chaos. « Jésus-Christ !» s'exclama Rodriguez en avançant. « Mon Dieu !» halta Madame Patterson. « Espèce d'idiot !» cria Maria. Dehors, la caméra de Tommy Carter zoomait automatiquement. À l'intérieur, le téléphone de Maria capturait l'angle parfait et la caméra de sécurité enregistrait le tout en haute définition. La main de Sam se porta à sa joue brûlante, le sang coulait là où la bague de Brad avait entaillé sa peau. Pendant un instant, le vétéran âgé ressemblait exactement à ce qu'il semblait être. Un vieil homme impuissant brutalement attaqué par un individu raciste. Mais quelque chose changea dans sa posture. Ses épaules se redressèrent, son menton se leva. 72 années de dignité et d'entraînement militaire reprirent le dessus. « Tu viens de commettre une grave erreur », murmura Samedi. Brad rit. « Ouais ? Et tu vas faire quoi, papy ?» Sam sortit son téléphone de sa poche, pas pour se battre, mais pour appeler son fils. « Ton fils ?» ricana Brad, ivre d'adrénaline et de racisme, trop concentré sur sa performance devant les témoins pour remarquer l'appel. Sam composa le numéro de James, directeur de la sécurité intérieure. Brad, obnubilé par sa propre arrogance, ne vit pas le danger venir. « Rends-moi ça, vieux !» hurla-t-il. Rodriguez s'avança. « Brad, arrête immédiatement. »« Pourquoi ?» Brad se retourna. « Tu vas m'arrêter ? Pourquoi ? Pour apprendre un peu de respect ?» C'est alors que Sam appela. Une seule sonnerie, puis une voix. « Papa, ça va ?» Tout le dîner se tut, impressionné par cette autorité immédiate. James Washington, directeur de la sécurité intérieure, écoutait son père. « Je vais bien, mais il y a eu un incident. » Le rire de Brad mourut dans sa gorge. Les agents peuvent être là en 20 minutes. Chaque téléphone, chaque caméra en direct enregistrait l'événement. Brad Morrison pâlit, agent. « Non, fils, » répondit Sam calmement. « Je ne suis pas gravement blessé, mais je voulais que tu sois informé avant que cela ne devienne public. » La gravité de la situation frappa Brad. Il venait de commettre un crime fédéral filmé sur la personne du père d'un haut fonctionnaire. Les réseaux sociaux s'emballèrent, Instagram explosa, les hashtags circulaient, et la vidéo de Tommy Carter atteignit rapidement des centaines de milliers de vues. Les autorités locales arrivèrent, le shérif Patricia est en tête, enregistrant chaque détail sur sa caméra corporelle. Les témoins s'exprimèrent, la banque, les pompiers, les habitants. L'incident ne pouvait plus être ignoré. Des enquêteurs fédéraux furent dépêchés pour violation des droits civiques. Les investigations révélèrent un schéma. Harcèlement ciblant des minorités, humiliation publique, exclusion systématique pour profit économique. Brad Morrison avait utilisé ses liens financiers pour favoriser certaines zones et restreindre la présence de communautés minoritaires, créant un climat de peur et d'exclusion.
Les documents numériques, les messages privés, les contributions politiques et les rapports locaux démontraient une stratégie de discrimination organisée et méthodique. Des avocats spécialisés en droit civique, comme la docteure Rebecca Martinez, confirmèrent que ces pratiques modernes étaient l'équivalent contemporain des « Sundown Towns ». Au lieu de panneaux interdisant certaines populations, on utilisait intimidation sociale et pression économique pour maintenir l'exclusion raciale. Le dîner de Millbrook, initialement perçu comme une petite querelle locale, révélait en réalité un réseau complexe de discrimination systémique et planifiée. Le harcèlement systématique, la pression économique et l'indifférence officielle prenaient des proportions effroyables. Les documents financiers, les chaînes d'emails, les réseaux sociaux et les témoignages des habitants peignaient tous un tableau de racisme délibéré et organisé visant à exclure les minorités de la vie sociale et économique. La communauté créa la « Coalition pour l'unité de Millbrook », fondée par Maria Santos avec le chef des pompiers Rodriguez, Madame Patterson, le révérend Johnson de l'Église noire et le rabbin Sarah Miller pour le soutien interconfessionnel. Leur objectif n'était pas seulement la justice pour Sam Washington, mais la démolition de tout un système d'exclusion. Face aux preuves qui s'accumulaient, Brad Morrison réalisa que ses ennuis dépassaient l'agression d'un vétéran. Des menaces anonymes commencèrent à arriver dans les hôtels des enquêteurs, indiquant que quelqu'un voulait étouffer la vérité. 72 heures après l'agression, la vie tranquille de Sam devint un cauchemar. Appel téléphonique à 3 heures du matin avec respiration lourde, insultes raciales et menaces de mort. Le harcèlement s'intensifia. Poubelles dispersées, boîtes aux lettres détruites, graffitis racistes sur le garage. Plus que les dommages matériels, l'isolement pesait. Voisins évitant le regard, commerçants feignant de ne pas le voir. Maria Santos subit elle aussi une campagne de terreur. Messages anonymes sur ses réseaux, harcèlement coordonné, deepfake la montrant en train de vandaliser. Tommy Carter vit son expérience universitaire transformée en enfer. Emails piratés, dossiers académiques divulgués, comptes fake postant des menaces violentes. Sheriff tenta de convaincre Sam de lâcher l'affaire pour le bien de tout, mais Sam refusa. Même le maire tenta d'influencer la situation, suggérant de résoudre le conflit en famille pour protéger les valeurs immobilières. Les poursuites judiciaires se multiplièrent, visant à ruiner les témoins financièrement. La santé de Sam se dégrada et il dut prendre des médicaments contre l'anxiété. À 2 heures du matin, assis dans sa cuisine, il douta, mais l'arrivée de son fils James raviva sa détermination. La manipulation des preuves débuta, système de sécurité saboté, fichiers effacés, serveur du comté craché. Les menaces atteignirent même Homeland Security, et Sam bénéficia d'une protection fédérale. La communauté se divisa, avec des vigiles pro-Sam et des factions anti-Sam répandant des rumeurs. La pression financière des alliés de Brad s'intensifia. Mais un allié inattendu arriva, Dr Rebecca Martinez, avocate des droits civiques, accompagnée de Marcus Thompson, spécialiste en cybersécurité et vétéran. Grâce à des sauvegardes automatiques, ils récupérèrent toutes les preuves supprimées, y compris la vidéo de l'agression et des enregistrements d'alerte sur le comportement prémédité de Brad et ses communications avec le maire. L'enquête révéla un réseau de collusion, prêts bancaires discriminatoires, contrats municipaux favorisant les entreprises complices, campagnes coordonnées pour fermer des commerces de minorités. Le réseau des vétérans mobilisa son soutien national. Les médias sociaux explosèrent avec le mouvement #VétéranForSam. Le docteur Martinez et son équipe fédérale déposèrent des ordonnances restrictives et protégèrent tous les témoins. L'intimidation cessa lorsque les coupables réalisèrent qu'ils étaient surveillés par des professionnels. La coalition pro-justice disposait désormais de preuves solides, de témoignages, d'une attention nationale et d'un soutien légal, tandis que les tentatives de pression économique et politique échouaient. La veille de la réunion municipale finale, les messages privés de Brad furent divulgués, exposant ses pensées racistes et sa collusion avec les officiels, scellant la victoire morale et stratégique de la communauté unie autour de Sam Washington et de ses alliés. Les tactiques d'exclusion avaient enfin été mises au jour, et toute la ville allait découvrir qui était vraiment Brad Morrison. Le 6e jour, Millbrook fut secoué par une véritable explosion médiatique. La bande-annonce du documentaire de Tommy Carter, l'histoire de Sam Washington, Quand la dignité affronte le pouvoir, fut publiée à 6 heures du matin et atteignit 500 000 vues en 6 heures, puis 1 million à midi. Les commentaires affluèrent plus vite que les modérateurs ne pouvaient les gérer, tandis que #JusticePourSam et #ResponsabilitéMillbrook devenaient des tendances nationales. Des célébrités, des sportifs et des musiciens affichèrent leur solidarité,
et des captures d'écran des messages privés de Brad Morrison révélant ses pensées racistes et ses plans coordonnés pour maintenir l'exclusion économique des minorités devinrent virales. La communauté se mobilisa. Le révérend Johnson organisa une veillée interconfessionnelle rassemblant 300 personnes, des volontaires en uniforme militaire firent l'honneur, des commerçants locaux participèrent publiquement pour la première fois et les médias couvrèrent largement l'événement. Les conséquences économiques furent immédiates et sévères pour les partisans de Brad. Murphy S. Diney perdit 60% de son chiffre d'affaires, des milliers d'emails furieux atteignirent le siège social et la révision des accords de franchise fut initiée. Pendant ce temps, Maria Santos lança Truth from the Frontlines sur Instagram Live, attirant 50 000 spectateurs réguliers, partageant des mises à jour quotidiennes, des interviews de témoins et des contenus éducatifs sur les droits civiques. Le hashtag Respect Or Elder connecta les générations et le programme journalistique de Tommy Carter offrit une plateforme supplémentaire pour diffuser des conversations avec des experts et humaniser le combat pour la justice. La pression monta jusqu'au niveau des politiciens. Le gouverneur soutint l'enquête fédérale, la commission des droits civiques élargit son enquête, le département du tourisme prit ses distances et des représentants du Congrès exprimèrent leur soutien à samedi. Les entreprises durent rendre des comptes. Murphy S. Diney présenta des excuses publiques et instaura une formation obligatoire à la diversité. Un fonds d'investissement communautaire de 500 000 $ fut créé pour un développement économique inclusif et les banques et assureurs réévaluèrent leurs pratiques. Une contre-manifestation organisée par des groupes extrémistes échoua à perturber la réunion publique grâce à une sécurité bien organisée et un soutien massif de la communauté. Le jour de la réunion, le centre communautaire de Millbrook était surpeuplé. Sam Washington entra avec dignité, arborant son pain-drapeau américain, salué par une ovation debout, tandis que Brad Morrison et ses partisans s'asseyaient à l'arrière, visiblement stressés. Les preuves furent présentées, vidéos de l'agression, captures d'emails, témoignages d'experts et témoignages poignants de Maria Santos, du chef des pompiers Rodriguez et de Madame Patterson révélant les pressions et les conspirations. Sam prit la parole avec gravité, affirmant que la dignité nécessitait reconnaissance et changement, pas seulement pardon. L'email découvert de Brad 3 jours avant l'agression, exposant la fermeture ciblée de 3 entreprises appartenant à des minorités et la manipulation démographique, déclencha l'effroi dans l'auditoire. Les propositions de résolution furent adoptées. Excuses publiques, démission, restitution financière, formations obligatoires sur les droits civiques, supervision indépendante des forces de l'ordre et programmes de réconciliation. La communauté vota massivement en faveur de la responsabilité et de la réconciliation. 3 mois plus tard, Millbrook avait changé. Charge fédérale contre Brad Morrison, règlement de 2,3 millions de $ pour les victimes, surveillance fédérale pendant 3 ans, changement complet du leadership local avec Maria Santos maire et Fire Chief Rodriguez à la tête du bureau du shérif, réouverture de Murphy S. Diney sous nouvelle gestion, ouverture de 3 entreprises appartenant à des minorités, fonds d'investissement atteignant 500 000 $ et campagnes touristiques inclusives. Sam reprit sa routine tranquille, tout en devenant un symbole vivant de dignité et d'intégrité, tandis que le documentaire et les initiatives de Tommy Carter inspirèrent d'autres communautés, avec 47 villes adoptant le modèle Millbrook et 23 nouvelles enquêtes lancées. 6 mois plus tard, Sam fut contacté pour une nouvelle affaire impliquant un vétéran âgé, démontrant que certains combats méritent d'être menés encore et encore. La dignité, conclut-il, est un choix quotidien. Et parfois, les héros portent des cardigans et comptent leurs pièces pour défendre ce qui est juste. Le mouvement initié à Millbrook continua de croître bien au-delà de la ville. Les communautés inspirées reproduisirent les méthodes de mobilisation et de responsabilisation, organisant leurs propres réunions publiques et enquêtes locales. Les réseaux sociaux amplifièrent chaque victoire, chaque témoignage et chaque initiative de réconciliation, créant un effet boule de neige national. Les jeunes prirent la parole, partageant leurs expériences et proposant des solutions innovantes. Pour l'inclusion et l'équité. Les écoles locales introduisirent des programmes éducatifs sur les droits civiques et l'histoire des luttes pour la justice, permettant aux élèves de comprendre que la dignité et le respect ne sont pas négociables. Tommy Carter poursuivit sa série documentaire avec Small Towns, Big Change, qui fut reprise par plusieurs grandes chaînes, donnant une visibilité nationale aux histoires de courage ordinaire et de transformation communautaire. Maria Santos organisa le premier festival de la diversité à Millbrook, réunissant habitants, commerçants, associations et autorités locales dans une célébration de l'inclusion. Les efforts conjoints des leaders communautaires, des journalistes, des citoyens et des organismes civils démontrèrent que la justice pouvait s'imposer lorsque la vérité et la solidarité se rencontraient. Brad Morrison, désormais isolé politiquement et socialement, participa timidement à des initiatives de services communautaires, mais sans aucune publicité.
Sa réputation demeurait ternie, et les actions entreprises contre lui servirent d'exemple aux autres leaders locaux sur les conséquences de la discrimination et de la collusion. Quant à Sam Washington, il continua de servir de mentor et de modèle pour les jeunes et les anciens combattants, montrant que la dignité se maintient par la constance, la patience et la courageuse opposition à l'injustice. 6 mois après les événements majeurs, l'impact se faisait sentir dans 47 communautés ayant adopté le modèle Millbrook, avec des changements concrets dans les politiques locales, la supervision des forces de l'ordre et des initiatives économiques inclusives. Les enquêtes lancées dans 23 autres États confirmèrent la portée nationale du mouvement. Les fonds communautaires et les programmes éducatifs se multiplièrent, atteignant près de 847 000 $ pour soutenir la justice sociale et l'inclusion. Et alors que la vie reprenait son cours, Sam, fidèle à sa routine simple, continuait d'aller chaque mardi chez Murphy's dîner, son café noir et son toast de blé à la main, accueilli avec respect par le nouveau personnel. La leçon était claire pour tous, la dignité ne se reçoit pas, elle se cultive. Et parfois, le courage ordinaire d'un seul homme peut déclencher des transformations extraordinaires, inspirant des générations à agir pour ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. L'histoire de Millbrook demeura comme un témoignage vivant que la persévérance, la vérité et le respect mutuel pouvaient vaincre la haine et les discriminations les plus enracinées. Alors que les caméras s'éteignaient et que les projecteurs se repliaient, la véritable transformation de Millbrook commençait. La ville n'était plus simplement un lieu géographique, mais un symbole vivant de justice et de solidarité. Les citoyens, autrefois silencieux ou impuissants, participaient désormais activement à la surveillance et à l'amélioration de leur communauté. Les conseils municipaux intégrèrent systématiquement des représentants issus de minorités, garantissant que chaque voix soit entendue et que les décisions futures reflètent la diversité et le respect des droits civiques. Sam Washington, figure centrale de cette révolution tranquille, continuait de jouer son rôle de mentor discret, offrant des conseils aux jeunes, aux nouveaux dirigeants et aux anciens combattants. Son message résonnait dans chaque décision municipale, dans chaque initiative scolaire et dans chaque projet communautaire. La dignité est une responsabilité quotidienne et chaque individu a le pouvoir de la défendre. Les histoires de courage et de persévérance, filmées et diffusées par Tommy Carter et Maria Santos, devenaient des ressources éducatives, inspirant des générations à travers le pays à s'engager pour l'égalité et l'inclusion. Brad Morrison, quant à lui, avait été relégué à l'ombre. Ses tentatives de regagner une influence ou de minimiser ses actions échouèrent. Sa chute était devenue un exemple concret de la manière dont le pouvoir sans éthique est voué à s'effondrer lorsque la vérité et la solidarité s'imposent. Il participait parfois à des services communautaires, mais toujours sous surveillance, sans publicité, et son autorité dans la ville avait disparu. 3 mois plus tard, la ville avait changé de manière tangible. Nouvelles entreprises appartenant à des minorités, fonds communautaires destinés à des projets inclusifs et programmes éducatifs sur les droits civiques et la diversité dans toutes les écoles. 6 mois plus tard, l'exemple de Millbrook avait inspiré 47 autres communautés à adopter le modèle de réforme et à lancer des initiatives similaires, tandis que 23 enquêtes fédérales avaient été ouvertes pour examiner les discriminations dans d'autres régions. Les fonds communautaires dépassaient 847 000 $ et la culture locale reflétait désormais une inclusion active, la vigilance citoyenne et le respect des droits de chacun. Et pourtant, malgré la reconnaissance nationale et les réformes, la vraie victoire se mesurait dans le quotidien. Chaque mardi, Sam Washington continuait de se rendre à Murphy's dîner, fidèle à son café noir et à son toast de blé, accueilli avec respect par tous. Maria Santos, nouvellement mère, consacrait encore un jour par semaine à servir les clients, rappelant à chacun qu'elle venait de la communauté. Tommy Carter continuait de produire des documentaires, éduquant et inspirant des publics toujours plus larges. La dignité, la persévérance et la solidarité s'étaient imposées comme des valeurs vivantes, et Millbrook, désormais transformé, servait de modèle national. Un seul individu, armé de courage et de vérité, pouvait changer l'histoire de toute une communauté.